Merveilleux. Bienvenue à cette deuxième édition de la rencontre de l'Escouade. Nous sommes très heureux ce matin de vous avoir encore en grand nombre avec nous. Aujourd'hui, nous aurons la chance de bénéficier de l'expertise de Martin Lefrançois, de Jean-François Roy et de Sylvain Tessier qui vont nous parler de finances, droit et marketing. Ces professionnels de l'Escouade, excusez-moi, je suis comme déconcentrée, excusez. Je recommence. Ces professionnels de l'Escouade ont préparé pour vous des contenus qui vous en aideront à voir clair dans la crise et qui vous outilleront pour avancer à travers cette crise afin de vous permettre de planifier la relance qu'on nous a annoncée cette semaine, la relance de vos opérations le plus efficacement possible. Comme je le disais la semaine passée, il y aura des impacts à cette crise, à cette pause forcée. C'est certain. L'important, c'est d'aplanir ces impacts puis de passer à travers de façon le plus efficace possible. Je me présente, je suis Nathalie Sirois, associée conseillère en communication chez Audace Marketing et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer cette deuxième rencontre de l'Escouade Audace. Maintenant, mon associé, Pierre Vallée et moi, dès le début de la crise sanitaire du COVID, on a eu le réflexe de réfléchir à comment aider les entrepreneurs qui subissent la tempête. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on a fait plusieurs entretiens téléphoniques pour essayer de comprendre qu'est-ce que les entrepreneurs vivaient et essayer de construire quelque chose qui allait être efficace pour eux. Donc, plusieurs rencontres téléphoniques, plusieurs heures de réflexion plus tard, nous avons mis à contribution les professionnels de notre réseau afin de mettre en place l'Escouade. L'Escouade se veut une intervention volontaire et gratuite en votre faveur de ces professionnels-là qui travaillent avec nous. Donc, avant de vous présenter nos invités, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer à nouveau comment va fonctionner la séance aujourd'hui. Durant la présentation de chacun des invités, je vous demanderai de poser vos questions dans le clavardage afin qu'après chacune des présentations, on puisse avoir un petit moment, prendre 1, 2, 3 questions pour débattre de ces questions-là, pour vous présenter leur opinion. Et à la fin de la rencontre, après la présentation de tout le monde, nous aurons une partie à micro ouvert où vous aurez la chance de poser vos questions et de partager. On veut également que vous partagiez vos expériences et que vous communiquiez en vous, c'est très important. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Le premier qui va intervenir ce matin, c'est Martin Lefrançois, CPA auditeur CGA, associé chez Mallette. Martin est comptable professionnel agréé et associé chez Mallette. Il a développé une solide expertise en certification, fiscalité des sociétés et des particuliers, diagnostic, redressement et restructuration financière, analyse de prix de revient et faisabilité financière. Il offre aussi des services conseils en matière fiscale, comptable, de gestion interne et intervient auprès des entreprises en analyse financière et en financement. Sa passion pour la pêche au saumon l'a amené à s'impliquer comme président de la Société de gestion de la Rivière-Matane et administrateur de la Fédération québécoise des saumons de l'Atlantique. Dans un deuxième temps, nous aurons la chance d'entendre Maître Jean-François Roy, avocat et fondateur du cabinet de pratique privée Jean-François Roy Avocat. Jean-François exerce depuis 30 ans le métier d'avocat en Haute-Gaspésie. Sa pratique est axée principalement sur le droit civil et commercial, le droit municipal, de sûreté, le litige et le droit criminel. Il a aussi occupé les fonctions de coroner dans la région pendant plus de 12 ans et a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la communauté. Et pour terminer, nous aurons la chance d'entendre Sylvain Tessier, président de ST Marketing. Sylvain cumule plus de 34 ans d'expérience en tant que conseiller. Il est reconnu pour son expertise en stratégie de croissance et de vente, en planification stratégique et en études de marché. Ses interventions sont axées sur les stratégies et les tactiques efficaces,
tout en tenant compte de l'importance du facteur humain dans les organisations. Il a occupé les postes de directeur conseil chez Cossette Communication, directeur de la recherche chez Desjardins et directeur marketing au Centre industriel du Québec. Il est formateur agréé et expert recommandé chez Sous-traitance industrielle du Québec et au Groupement des chefs d'entreprise du Québec. Maintenant, pour commencer, je vais céder la parole à Martin Lefrançois qui va prendre un bon 25-30 minutes. Je vais admettre juste une vingtaine de minutes pour vous présenter l'ensemble des sujets qu'il veut nous présenter aujourd'hui. Martin, c'est à toi. Merci Nathalie. Bon matin à tous. Merci d'être là pour cette présentation-là. D'entrée de jeu, j'ai demandé à Nathalie peut-être de me rallonger 5-10 minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de stock dans les mesures financières. Ça peut parfois être déroutant. Même nous autres, on est là-dedans, puis il a fallu s'adapter quand même assez rapidement. Donc, vous avez des questions, comme Nathalie dit, pour des partages. Je ne vous promets rien, là, ça se peut qu'il y ait des questions que je vous dise, on va vous revenir après parce qu'il y a tellement de particularités. Puis on le fera gracieusement, là, ça va me faire plaisir de vous revenir avec un feedback si je ne suis pas capable de répondre séance tenante. Comme je disais aussi, il y a beaucoup encore de zones grises pour certaines mesures, donc il faut prendre le temps de lire entre les lignes. Alors, je n'aurai pas le temps ce matin de tout passer les mesures. J'ai sélectionné celles là, qui sont un peu plus, je pense, qui nous touchent davantage au niveau de nos entreprises, les individus. Donc, je n'ai pas le choix, sinon on en aurait pour 2 heures minimalement. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran que j'ai partagé? Oui. C'est bon. Donc, on commence avec les reports de... Attendez un petit peu, je vais me mettre en mode diapositive, ça ne semble pas long. OK. Au niveau des reports, là, bon, il y a un paquet de dates. Là, ce qu'il faut porter attention, c'est qu'au niveau de vos rapports d'impôt personnels, là, la date normale, c'était aujourd'hui le 30 avril. Là, c'est reporté au 1er juin 2020. Donc, pas le 31 mai, 1er juin 2020, produire sans pénalité. Les particuliers en affaires, ceux qui ont des entreprises enregistrées, comme on dit dans le jargon, aux travailleurs autonomes, la date habituelle était le 15 juin, ça demeure le 15 juin 2020. Donc, ça, c'est pour la date de production. Au niveau du délai de paiement qui était normalement le 30 avril, autant pour les particuliers en affaires que les particuliers autres qu'en affaires, là, c'est prolongé jusqu'au 1er septembre 2020, donc pas d'intérêt, pas de pénalité si on paye nos impôts d'ici le 1er septembre 2020. Les acomptes provisionnels, c'est visé aussi par les périodes de report. Donc, l'acompte provisionnel du 15 juin, on l'a reporté au 1er septembre. Faites attention, l'acompte provisionnel du 15 mars, lui, s'il n'a pas été payé, il est sujet à intérêt là, au moment où on se parle. Donc, il faut prendre le temps de regarder ça adéquatement là, pour ne pas se tromper dans nos dates. Ça, c'est pour le particulier. Au niveau des entreprises, on va parler des compagnies. Là, ça aussi, ça peut être mélangeant un peu. Si vous avez une fin d'année qui se termine entre le 19 septembre et le 30 novembre 2019, donc une fin d'année, on s'entend au 19 septembre. Je ne pense pas qu'il y ait des fins d'année au 19 septembre, mais disons un 30 septembre 2019, là, vous aviez jusqu'au 31 mars 2020 pour produire. Là, on peut extensionner ça puis attendre au 1er juin 2020 pour produire sans pénalité. Par contre, là, si vous êtes des 31 décembre, il y en a beaucoup là, que c'est des 31 décembre, là, bien ça, il n'y a pas de date de report. Là. On a toujours la date du 30 juin, le fameux 6 mois après la fin d'année pour produire sans pénalité. Donc ça, il faut faire attention, 30 juin 2020, date limite pour les 31 décembre. Au niveau des paiements, là, ça va peut-être me permettre de démystifier quelque chose parce que le monde, il pense tout là, souvent que c'est 6 mois pour produire puis on n'a pas d'intérêt, on n'a pas de pénalité. 6 mois, c'est pour ne pas avoir de pénalité. Par contre, le délai de paiement là, pour les entreprises et petites sociétés privées sous contrôle canadien, c'est 2 ou 3 mois après la fin d'année d'imposition, normalement, qu'il faut payer les impôts. Le 2 mois, ça, c'est du côté du provincial, puis le 3 mois, c'est du côté du fédéral. Donc là, les montants qui étaient dus entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2020, c'est reporté au 1er septembre. Fait que faites bien attention, là, une fin d'année qui est au 31 décembre, bien, votre paiement au provincial, là, la date limite, c'était le 29 février 2020, puis lui, il n'est pas dans le report. Vous
pouvez pas attendre au 1er septembre pour payer. Si vous attendez, vous allez avoir des intérêts. Les intérêts courent depuis le 1er mars au provincial. Par contre, le fédéral, donc la date d'exigibilité était le 31 mars. Alors là, lui, on peut le reporter au 1er septembre sans pénalité. C'est à faire bien attention, cette petite différence-là. Nos gouvernements nous habituent d'être différents d'un palier de gouvernement à l'autre. Bon, taxe des opérations forestières, j'en fais pas mention. Peut-être plus ici au niveau du paiement de la TPS-TVQ. Il y a eu beaucoup de blabla, là, puis des fausses interprétations. Donc, le paiement des déclarations qui doivent être produites entre le 27 mars et le 1er juin, là, ça, c'est reporté au 30 juin. Donc, si, par exemple, quelqu'un a un rapport de taxe trimestriel de janvier à mars 2020, bien ça, vous pouvez attendre au 30 juin pour payer les taxes. Ça, c'est pour le paiement. Au niveau de la production, il y a eu beaucoup de zones grises là-dessus. Faut-tu produire, faut-tu pas produire? Bien, Revenu Québec, si vous allez dans les foires aux questions, les disent, bien, essayez de produire, mais si vous ne produisez pas, bien, on ne vous en tiendra pas rigueur. Mais nous, on recommande à nos clients quand même de produire les déclarations de TPS-TVQ, même si vous ne les payez pas. La date de paiement, ça va être le 30 juin. Et à l'heure actuelle, il y en a qui ont produit, qui n'ont pas payé, puis ont reçu des avis de cotisation de Revenu Québec avec des intérêts et des pénalités pour non-paiement. Faites-vous-en pas. Si ça vous arrive, c'est parce que Revenu Québec n'a pas eu le temps encore d'ajuster le système informatique là, aux mesures de la COVID pour les reports de paiement. Fait que vous allez devoir, malheureusement, ils ne l'annuleront pas d'emblée. Vous allez malheureusement devoir produire un formulaire pour demander l'annulation des intérêts et pénalités. Bon, encore de la paperasse, mais ce qu'on suggère, c'est d'attendre quelques mois, là, parce que s'il y en a qui ont à produire, par exemple, mensuellement le rapport de taxe, et vous recevez 2-3 avis de cotisation, faites pas un formulaire de demande pour chaque avis de cotisation. Accumulez-les, là, après ça, vous produirez le formulaire pour demander l'annulation des intérêts et pénalités. En passant, c'est le formulaire FP-4288. Donc, c'est plate, mais il faut produire une demande d'annulation. Peut-être ici aussi la taxe à l'hébergement, ceux qui ont des entreprises d'hébergement. Donc, pour le rapport de janvier à mars, qui est exigible au 30 avril, on est au 31 juillet. Puis la même chose pour avril à juin, bien, la date n'a pas été changée. Si c'était 31 juillet, ça demeure 31 juillet. Ça, au SBL, peut-être moins pour l'instant. Là, on arrive avec la fameuse PCU, la prestation canadienne d'urgence. Donc là, encore là, il y a eu beaucoup de zones grises. Le gouvernement annonçait ça. En temps de crise, là, on annonce les mesures, puis on pense aux modalités après. Puis en temps normal, on pense aux modalités avant, puis on annonce la mesure après. Donc là, le gouvernement, on ne peut pas les blâmer. Il fallait qu'ils rassurent la population. Il y a eu des précisions qui ont été apportées après. Donc, c'est une prestation qui est imposable. On a entendu un moment donné, non, ce n'est pas imposable. C'est 2 000 $ pour 4 semaines. Elle est imposable. Par contre, il n'y a pas de retenue à la source qui est faite quand on reçoit le paiement. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, c'est pas trop pire, mais ceux qui ont des revenus un peu plus importants, bien, quand vous allez produire votre déclaration de revenus de 2020 en avril 2021, bien, il va y avoir un chèque à faire pour payer l'impôt sur la PCU. 2 000 par mois, je vais peut-être juste, mon PowerPoint est peut-être, c'est plus 2 000 par période de 4 semaines. Là. Donc, pour un maximum de 16 semaines. On ne peut pas l'avoir parce que la date, là, on peut se rendre quand même assez loin. Là. On peut se rendre jusqu'au 26 septembre 2020, mais à partir du 15 mars 2020, vous ne pouvez pas avoir plus que 4 claims, 4 réclamations de 4 semaines là-dedans. Donc, la première période étant du 15 mars au 11 avril. On est présentement dans la deuxième période, 12 avril au 9 mai, ainsi de suite. Donc, 4 mois maximum. L'admissibilité, c'est considéré par période de 28 jours. Donc, il faut faire une demande à chaque période de 28 jours. C'est un petit peu bizarre parce que quand on est arrivé, par exemple, le 12 avril, là, la personne pouvait faire sa demande tout de suite pour la deuxième période, ne sachant pas si elle allait être rappelée au travail. Parce que, bon, au début, on disait, vous n'avez pas le droit de gagner d'argent, on va vous couper. Là, ils ont dit, vous avez le droit de gagner 1 000 $ par période de 28 jours. Donc, ça, c'est vrai. Le 1 000 $ par période de 28 jours, là, ça peut être gagné pendant une semaine, ça peut être gagné pendant les 4 semaines de la période. Pour les périodes subséquentes, la période 2, 3 et 4, il n'y a pas de problème. Pour la période initiale, là, quand on la demande en mars, là,
c'est que le 1 000 il ne faut pas qu'il ait été gagné pour plus de 14 jours de travail. Là. Fait que, parce qu'en fait, là, la crise, ils jugent qu'elle a commencé le 15 mars. Là, donc, du 15 mars, là, ils donnaient un sursis de 2 semaines. Donc, ça, c'est à faire attention. Là, le 1 000 c'est 1 000 brut. Ce n'est pas du salaire net. Là, évidemment, c'est ce qu'on a sur le talon de paye en termes de rémunération brute. Fait que 1 000, c'est correct, mais 1 $, on perd la PCU, on perd le 2 000. Fait que, arrêter à 1 000. Là aussi, j'ai posé la question à des collègues. Là, il y en a beaucoup qui ont dit, c'est des entrepreneurs ici. Là, exemple, quelqu'un qui se payait 1 000 $ brut par semaine, puis qui là, il est arrêté, son entreprise n'opère pas, il reçoit la PCU de 2 000 par période de 4 semaines. Pourrait-il se remettre sur le payroll de son entreprise et diminuer sa rémunération à 250 par semaine sans se faire couper? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas d'interprétation encore qui ont sorti à l'effet qu'un entrepreneur pouvait, je ne veux pas prendre le terme manipulation, mais pouvait réduire volontairement sa rémunération pour ne pas être pris pour rembourser la prestation canadienne d'urgence. Ça semble possible. Donc, quelqu'un qui se payait 1 000 $ brut par semaine pourrait réduire à 250. Et de plus, probablement que ce 250 par semaine-là va être admissible à la subvention salariale d'urgence du Canada que je vais parler tantôt. Donc, ça, c'est ça. Il y a un processus de remboursement. Ça se peut qu'il y ait des employeurs là, qui rappellent les employés au travail et qui disent, bien là, tu n'as plus le droit à PCU, tu devras rembourser à PCU. Donc, il y a un processus là, qui est permis pour rembourser la PCU. En passant, il faut avoir 15 ans minimum. Il faut avoir gagné 5 000 $ de salaire brut en 2019 ou dans les 12 mois qui précèdent la demande, ou 5 000 de revenus de travail autonome, ou 5 000 de dividendes ordinaires, ceux qui se payent des dividendes par leur compagnie, ou un mix de tout ça. Donc, on a eu des questions. Travail autonome, c'est-tu mon chiffre d'affaires? C'est-tu le revenu net? Bien, c'est le revenu net avant impôt. Donc, c'est le bénéfice de l'entreprise qui est imposable, c'est ce qui compte. Faites attention à des manipulations rétroactives. J'ai eu des téléphones, ouais, ben, je pourrais-tu faire ci, je pourrais-tu faire ça? Faites attention. Peut-être un petit conseil, ceux qui veulent se qualifier, qui avaient des revenus inférieurs à 5 000, bien, peut-être ne pas prendre de déduction pour amortissement dans votre période de l'année 2019 pour ne pas amener votre revenu en bas de 5 000. Donc, ça fait en sorte que vous pouvez vous qualifier à PCU. Je vois que le temps file, là, désolé. Ça, on l'a passé. Ici, les nouveaux programmes d'urgence pour les entreprises canadiennes, plusieurs ne l'ont pas demandé. C'est une belle mesure et facile à réclamer. Le critère, il faut avoir payé entre 20 000 et 1,5 million de salaire brut en 2019. C'est le critère. Il faut avoir un numéro d'employeur. Donc, les demandes, ça se fait via des plateformes en ligne, des institutions financières très simples à demander. Par contre, juste un petit conseil, là, on a entendu des fois, bon, écoute, je vais demander le prêt parce que vous savez qu'il y a une subvention. En fait, si vous remboursez 30 000 $ du prêt de 40 000 avant le 1er janvier 2023, l'institution financière va faire un write-off du 10 000 qui reste. Et pendant la période qu'on prend le prêt jusqu'au 31 décembre 2022, il n'y a pas d'intérêt, pas de remboursement exigé. Puis si vous n'avez pas payé le prêt au 31 décembre 2022, il se convertit en prêt à terme à 5 % généralement remboursable sur 36 mois. Donc là, il y en a qui ont dit, bon, on va prendre le prêt, puis on va envoyer l'argent chez Valeurs Mobilières Desjardins, chez BMO Nesbitt Burns, on va acheter des actions à la bourse avec ça, ou on va se verser un gros dividende, ou on va payer un emprunt là, qui me coûte 12 % d'intérêt. Là. Ça, si vous faites ça, puis il y a une vérification, bien, vous risquez de devoir, de perdre le 25 % de subvention, 10 000 $, puis de devoir imposer peut-être des intérêts. Là. Fait que faites attention, c'est un prêt qui sert à payer des dépenses courantes. Fait que mettez ça dans le compte chèque, puis payez des dépenses courantes avec ça qui ne peuvent pas être reportées. Malheureusement, le gouvernement n'a pas dit ben ça prend un minimum de temps dans le compte de banque. Là. Je vous le dis, moi, j'ai des médecins incorporés là, qui m'ont appelé et qui ont dit on va le demander. Bon, en ont-ils besoin? On peut se questionner. Mais bon, à un moment donné, il y a une question d'éthique aussi là-dedans. Ensuite, on a bon, les garanties de prêts pour les petites entreprises, c'est avec EDC ou la BDC. Ça peut être des prêts qui vont jusqu'à 6 250 000. J'en donne pas plus de détails. C'est moins pour les petites entreprises de notre coin. L'aide d'urgence pour le loyer commercial. Bon, ça, on ne sait pas encore comment ça va s'opérationnaliser. On attend des nouvelles, donc probablement à la mi-mai qu'on dit. 50 donc, pour les loyers mensuels inférieurs à 50 000 $,
Comment ça va fonctionner? C'est que le propriétaire va dire à son locataire, je diminue ton loyer de 75 %, donc le locataire paye seulement 25 %. Le gouvernement du Canada va faire un prêt conditionnel au propriétaire qui équivaut à 50 % du loyer. Et s'il est démontré qu'il y a eu un escompte de 75 % qui a été fait au locataire, bien, le gouvernement va faire un write-off du prêt, donc ça va devenir une subvention pour le propriétaire. Et ça, c'est pour les mois d'avril, mai, juin. On a 3 mois. Et bon, ça fait que si on regarde le big picture, c'est que le gouvernement va payer la moitié du loyer, le propriétaire va assumer le quart, puis le locataire va assumer le quart du loyer. Évidemment, ça sera au locataire de faire la demande à leur propriétaire, parce qu'évidemment, je ne pense pas que d'emblée, les propriétaires vont suggérer ça à leur locataire. On a ici aussi l'aide d'urgence. Ça, c'est un programme de prêt du gouvernement provincial. L'aide d'urgence des petites et moyennes entreprises, beaucoup gérées par les CLD et les MRC, là où il n'y a pas de CLD. Ou à Rimouski, par exemple, c'est la SOPER. Donc, je pense que les enveloppes sont quand même... bon, il n'y a pas de l'argent infiniment là-dedans, fait qu'il faut démontrer qu'on a besoin de l'argent par des petites prévisions financières. Et ensuite de ça, pour les demandes supérieures à 50 000, c'est le PACT, le Programme d'action concertée pour les entreprises, pour les prêts de plus de 50 000 via Investissement Québec. Il y a des critères, là, mais c'est quand même assez large. Là. Évidemment, un bar de danseuses n'aurait pas le droit. De toute façon, ils sont fermés, ils n'ont pas besoin de liquidité. Mais il y a certains les organismes religieux, je n'ai pas tout en tête, là, mais sinon, c'est quand même assez large. Mais il faut démontrer qu'on en a besoin. Bon, la fameuse subvention salariale d'urgence du Canada, elle, je vous le dis, c'est la mesure la plus complexe qui a été sortie par le gouvernement fédéral, truffée de pièges, il faut lire entre les lignes, faites-vous accompagner, parce que c'est un arme à deux tranchants. Si vous réclamez trop, bien, vous pouvez vous faire vérifier, avoir une pénalité de 25 %. Si vous ne réclamez pas assez, la mesure est mal faite. Vous ne pourrez pas revenir en arrière après pour dire « j'ai oublié, je me suis trompé, puis je fais une deuxième réclamation, une réclamation amendée. » C'est terminé. Donc, c'est un one-shot. Évidemment, c'est pour les particuliers, les sociétés, sociétés de personnes, les OSBL, organismes de bienfaisance, peuvent faire la demande de la subvention salariale d'urgence du Canada. Au niveau des périodes, bon, pour se qualifier, c'est sur une base de revenus. On a 3 périodes, ça dure 12 semaines. Pour la première période du 15 mars au 11 avril, il faut démontrer qu'on a une réduction des revenus de 15 %. Puis là, on a 2 méthodes. On peut prendre mars 2019 versus mars 2020 ou on prend mars 2020 versus la moyenne de janvier puis de février 2020. Une chose est sûre, c'est que si vous prenez une méthode, vous devez la conserver toutes les 3 périodes. Vous ne pouvez pas changer une méthode d'une période à l'autre. Donc, le 15 % pour la première période et après ça, c'est 30 %. Faites à noter, si vous vous qualifiez pour la première période, vous vous qualifiez automatiquement pour la deuxième. Même si votre revenu, par exemple, pour le mois d'avril n'est pas diminué de 30 %, vous êtes automatiquement qualifié. Et c'est la même chose, là, si vous vous qualifiez pour avril, vous allez vous qualifier pour la troisième période automatiquement. La méthode de calculer revenus, c'est la méthode comptable usuelle de l'entreprise. Donc, la comptabilité d'exercice, vous pouvez le calculer avec la comptabilité de caisse. Nous, il y a des clients qui ne se qualifiaient pas avec la comptabilité d'exercice, puis ils peuvent se qualifier avec la méthode de la comptabilité de caisse. Donc, ils demandent une certaine gymnastique pour calculer nos revenus. Donc, mais si encore là, vous prenez la méthode de comptabilité de caisse, vous devez l'appliquer uniformément au cours des 3 périodes. Donc, nous, pour ceux qui sont borderline, j'ai un client hier qui m'a appelé, le mars, il est à moins 16. Il ne passe pas en méthode d'exercice, il est à moins 16 en méthode de caisse. Faites attention, faites vos calculs, documentez. S'il y a des compagnies liées, les ventes entre personnes liées ne peuvent pas être prises en compte à moins de certains choix qui sont possibles. Donc, c'est à faire vraiment attention de bien documenter l'admissibilité. Il y a des clients, nous autres, on va mettre 10 heures là-dedans, sérieusement. Là. On a un client, un groupe de 5 compagnies, il faut tout regarder. Puis, quand il y a des montants importants en cause, il faut vraiment faire attention. Au niveau des organismes de bienfaisance, les OSBL, ils peuvent faire le choix d'exclure dans le calcul de leurs revenus les subventions gouvernementales qu'ils peuvent recevoir. Donc, on pourrait prendre juste des revenus autonomes, le membership, les dons qu'ils peuvent recevoir. Donc, c'est un choix qui est possible. Encore là, le choix, il faut qu'on l'applique uniformément lors de la séquence.
Ensuite de ça, bon, la subvention, c'est le moindre, le plus élevé du moindre. Là. C'est assez. Il faut faire attention. Il y a une particularité pour les personnes qui ont un lien de dépendance. Donc, quelqu'un qui contrôle sa compagnie, qui détient 100% des actions votantes, bien, il y a un calcul qui est différent. Puis, il est clair que si cette personne-là se rémunérait sous forme de dividende, c'est zéro, la subvention canadienne d'urgence, même si vous mettez sur le payroll dans la séquence des 3 périodes. Également, pour des entrepreneurs qui ne se payaient pas de salaire avant le 15 mars, c'est zéro. C'est zéro. Et encore là, faites attention aux planifications rétroactives, là, de dire, on va se déclarer du salaire pour, etc. Vraiment faire attention. Il y a une rémunération de moyenne à calculer aussi pour la période avant la crise. Donc, la période de référence, eux autres, c'est du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020. Il faut calculer le salaire moyen brut qui a été versé. Ça a un impact sur le calcul. Ensuite de ça, des entreprises, ça va être plus rare, c'est rémunèrent des employés qui ne travaillent pas. Là. On dit on vous reste sur la liste de paye, on vous verse votre salaire. Bien là, on va avoir la subvention canadienne d'urgence, mais on peut avoir un remboursement de certaines remises, là, comme l'assurance emploi, le RQAP, Régie des rentes. On a aussi la subvention va être réduite s'il y en a qui sont sur le mode travail partagé qui est permis par l'assurance emploi. Peut-être plus rare aussi, mais il y a une réduction de la subvention. Ensuite de ça, il y a une interaction avec la PCU. Il faut faire attention, là, la première période, là, ben, je vais donner un exemple. La deuxième période du 12 avril au 9 mai, s'il y en a qui rappellent des employés, mettons demain, là, ben, du 1er mai au 9 mai, ben, l'employé va avoir été plus de 14 jours sans rémunération. Donc, si vous prenez du 12 avril jusqu'à aujourd'hui, là, il y a plus que 14 jours. Fait que si l'employé a été plus de 14 jours sans rémunération pendant la période 1, 2 ou 3, bien, le salaire, s'il y a eu une semaine de salaire pendant cette période-là, on ne pourra pas subventionner via la SSUC. Ça va être, on ne peut pas le faire. Donc, et faites attention, ils ont précisé là, quelques jours que ce n'est pas sur une base de versement de paye, c'est sur une base de période de paye. Ça a venu nous mélanger un peu parce qu'après ça, je vais parler de la subvention de 10 Elle, c'est une base de caisse. C'est quand on paye le salaire. Ça devient vraiment déroutant parfois. Donc, il y a une interaction avec la PCU là, de dire ben, si l'employé n'a pas travaillé pendant plus que 14 jours et plus, on n'a pas le droit à subvention salariale d'urgence. Il va y avoir un processus de surveillance étroit qui va être mis en place pour éviter qu'il y ait des gens qui aient fait des stratagèmes pour réduire volontairement les revenus pour passer la rampe du 15 ou du 30 ça va être surveillé, puis ça va être dangereux parce qu'on va être obligé de rembourser la subvention avec une pénalité minimale de 25 faites attention aussi, la subvention de 10 que je vais parler, si elle n'est pas réclamée, donc elle n'est pas, vous ne la réclamez pas, elle est réputée quand même avoir été demandée quand vous allez calculer la subvention de 75 et ça, même si vous n'avez pas demandé la 10 Fait que ça, il fallait lire entre les lignes là, pour le comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. La subvention se demande un peu comme la PCU via mon dossier entreprise en ligne sur l'ARC. C'est une subvention qui va être imposable et il va même falloir en mettre une mention sur les T4 des employés. Le montant qu'on a réclamé par employé devra être mentionné par voie de renseignement sur le feuillet T4 de 2020 de l'employé. Ensuite de ça, je sais que le temps subvention salariale temporaire de 10 grosso modo, c'est un peu les mêmes entités qui peuvent être admissibles à cette subvention-là. Par contre, elle est assujettie à des plafonds, maximum 25 000 par entreprise. 1 375 maximum par employé. C'est une subvention qui est imposable aussi. Cependant, contrairement à la SSUC de 75 on ne fait pas de réclamation à mon dossier. Il faut faire le calcul et quand on vient payer nos retenues à la source fédérale, on vient réduire notre paiement qu'on fait au titre des retenues à source fédérale jusqu'à concurrence de l'impôt fédéral qui a été prélevé. Donc, vous ne pouvez pas escompter les retenues d'assurance emploi. La remise d'assurance emploi ne peut pas être escomptée. Donc, si les retenues d'impôt fédéral ne sont pas suffisantes, vous allez pouvoir quand même réclamer au fil des mois le 10 résiduel. À titre d'exemple, aussi, une entreprise pourrait dire, moi, je ne réclame pas le 10 là, je ne le demande pas tout de suite, puis je vais le demander sur mon T4 sommaire quand je vais faire mes T4 en février 2021. Je vais en réclamer d'un coup. Ça va être la date limite là, pour réclamer le 10 mais souvenez-vous que si vous demandez la 75 vous devez quand même considérer que vous l'avez encaissé quand vous faites la réclamation pour le 75
Ensuite de ça, on a le PACME, le programme de formation, là, mesure provinciale. C'est une enveloppe de 100 millions jusqu'au 30 septembre 2020. Donc, on s'entend que le 100 millions à la grandeur du Québec, ça va fondre comme de la neige au soleil. Je pense qu'il y a déjà des restrictions dans certains centres locaux d'emploi. Il y a 2 volets, volet entreprise, volet promoteur collectif. Donc, peut-être plus qui nous touche, là, volet entreprise. C'est pour des diagnostics RH, consultations en gestion des ressources humaines qui peuvent avoir un lien un peu avec le plan de relance qu'on pourrait avoir de la crise. Ça va couvrir le salaire des employés qui prennent la formation jusqu'à concurrence de 25 de l'heure, des honoraires de consultage jusqu'à concurrence de 150, certains frais indirects comme l'hébergement, les frais de déplacement. Mais faites attention, ceux qui ont peut-être fait la demande, ils posent la question si vous recevez la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, évidemment, les salaires des employés qui sont financés jusqu'à 25 de l'heure, si l'entreprise reçoit la SSUC, bien, il va y avoir une ponction qui va être réduite là, au niveau du remboursement pour pas qu'on ait 2 subventions sur le même salaire, en fait. Et c'est la même chose pour la subvention de 10 %. Elle devra être réduite là, de la réclamation qu'on pourrait faire. C'est maximum 300 000 par entreprise, mais je pense qu'il y a des allocations qui vont être faites dans chaque centre local d'emploi. Donc, ça, il faut quand même s'activer pour produire les demandes parce que je pense que ça ne durera pas très longtemps. L'enveloppe va être vide. Là. Donc, comme je vous disais, d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'autres petites mesures, mais dans les délais qui nous sont impartis, c'est ce que je voulais vous présenter. Il y a beaucoup de petites particularités. L'idée, faites-vous accompagner. Si vous avez des questions, bien, demandez aux gens qui vous accompagnent, qui pourraient peut-être vous donner des avis ou des coups de main. S'il y a des questions, je pense s'il y a des questions là, ben, comme je vous disais aussi, ben, je pourrais vous revenir là, gratuitement, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, merci de votre écoute. Merci beaucoup, Martin. Ce fut fort intéressant. On a eu une question sur le chat. On nous demandait, est-ce exact que la prestation canadienne d'urgence, attendez un instant, je viens de perdre, est-ce exact que la prestation canadienne d'urgence ne permet pas aux travailleurs d'accumuler des heures assurables pour se qualifier à l'assurance emploi? Lorsqu'ils reçoivent la prestation canadienne d'urgence, ils ne cumulent pas de temps pour l'assurance emploi. Actuellement, c'est la première fois qu'on me pose la question, mais je vous dirais que non, on n'accumule pas d'heures parce qu'on ne travaille pas si on reçoit la subvention canadienne d'urgence. Évidemment, si les gens qui gagnent en bas de 1 000 par période de 28 jours, ben, ils travaillent 10 heures par semaine, ben, ces heures-là peuvent se qualifier naturellement. Merci. On a une autre question également qui demande si, Martin, tu vas pouvoir nous rendre disponible ta présentation. Oui, absolument. Je pourrais même vous en envoyer une plus complète parce que on pourrait avoir, je pense que Nathalie doit avoir toutes les coordonnées de tout le monde. On a un résumé qui a été fait en date du 27 avril là, qui fait quand même 40 quelques pages, mais j'ai fait ma présentation basée là-dessus. Je pourrais vous envoyer les deux. Ceux qui veulent avoir plus de détails pourront aller dans la présentation qui fait le résumé de toutes les mesures fiscales en date du 27 avril. Pas de problème. Merveilleux. Mais merci beaucoup, Martin. Ce fut fort intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Martin? Une autre question qui vient de rentrer. Pour ce qui est du 1 000 que nous pouvons gagner, est-ce que c'est un 1 000 brut ou net? C'est un 1 000 brut, évidemment. Parce que finalement, les employeurs pourraient faire de la manipulation en augmentant ou en diminuant les retenues d'impôt à la source. C'est vraiment 1 000 brut qui est considéré. Mais 1 001 là, ben là, la PCU, on la perd totalement. Fait qu'il faut arrêter à 1 000. Merveilleux. Merci beaucoup, Martin, de ces précisions. Nous allons tout de suite enchaîner avec Maître Jean-François Roy, avocat. Oui, je vois Sonia qui fait un bye-bye. Je crois que tu avais une question, Sonia. Je t'active ton micro. J'essayais d'écrire le message, mais c'est comme si j'écrivais toujours à la même personne, fait que je savais comme pas trop comment ça fonctionnait. Je suis pas terrible là-dessus. Je voulais juste voir, Martin, pour l'aide aux loyers commerciaux, il faut toujours que le locataire ait eu une baisse de revenus de 70 % je pense, hein? Pour pouvoir merci d'amener la précision. Ben, il y a deux conditions. Soit qu'il faut que ton entreprise soit fermée à cause de la crise ou que tu démontres une baisse de revenus de 70 %. Merci de la question. Ben, je voulais juste savoir si ça avait changé ou si c'était resté comme ça. OK. Merci.
Merci, Sonia, de la question. Pour le reste des questions, on va vous revenir à la fin avec une période d'échange commune. Maintenant, comme je le disais, je vais passer tout de suite la parole à Maître Roy qui va nous entretenir de son sujet fort intéressant. Alors, bonjour à vous tous. Je vais aborder certains sujets d'aspect juridique qui peuvent être plus d'actualité en cette période-là de pandémie de la COVID. Alors, ce que je considérais être important et intéressant pour les entrepreneurs et les entreprises était tout d'abord le sujet relié à la sécurité, un sujet qui est en deux parties, qui est bipartite, c'est-à-dire la sécurité tout d'abord des employés, un sujet qui est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus normé, et aussi ce que j'appellerais la sécurité relative aux partenaires, c'est-à-dire en gros tous ceux qui ne sont pas des employés, que ce soit nos livreurs, que ce soit nos clients, bien sûr, que ce soit les gens qui sont appelés à mettre les pieds dans notre entreprise, à venir sur les lieux d'opération. Par la suite, le deuxième sujet qui m'apparaissait intéressant parce que les gens ont souvent des idées préconçues qui sont quelquefois erronées, c'est les sujets relatifs aux liens d'emploi. On peut tenter de diminuer ses dépenses en soit suspendant le lien d'emploi avec un de nos employés, c'est-à-dire qu'on le met temporairement à pied pour une certaine période, le temps que les choses se replacent, ou on peut profiter, si on peut appeler ça profiter de l'occasion, c'est-à-dire on peut dire qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin d'autant d'employés sur place, même après la pandémie. Alors, à ce moment-là, il faut voir de quelle façon les choses s'articulent et de quelle façon les choses peuvent être faites pour s'éviter des mauvaises surprises, des poursuites ou des pénalités ou autre chose. Allons-y donc avec le premier sujet, celui de la sécurité des employés. Je vous disais que c'est un sujet qui est plus réglementé. La principale loi qui s'applique à la sécurité au niveau des employés est la loi sur la santé et la sécurité au travail. Entre autres, cette loi-là, c'est un peu comme le yin et le yang entre l'employeur et l'employé. On crée certains droits à l'employé qui deviennent bien sûr des obligations pour l'employeur et on crée certaines obligations. L'employé a quelques obligations, effectivement, et ça devient à ce moment-là des droits un peu à l'employeur. Commençons par l'employé ou, comme la loi le qualifie, le travailleur. L'obligation de base, celle qui, je vous dirais, est la pièce maîtresse et en vertu de laquelle toutes les autres obligations découlent, c'est un peu un corollaire de cette obligation-là, est le fait que l'employé a droit d'avoir un milieu de travail sécuritaire et des conditions de travail sécuritaires. C'est un droit qui est protégé, c'est un droit sacré en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Cette obligation-là s'interprète, on connaît tous, par exemple, dans le domaine de la construction, il faut que les gens, on protège, par exemple, ceux qui travaillent en hauteur ou des choses comme ça, mais en matière de pandémie et de la COVID, c'est une nouvelle situation là, qui s'applique aux employeurs, ce qui fera en sorte qu'on va devoir évaluer là, quel est le risque, quel est le danger que cette situation-là peut occasionner aux employés et de ce fait éradiquer ce risque-là quand ça peut être fait. Par exemple, première des choses, on demande aux gens, là, pour l'instant, une distanciation sociale de 2 mètres, OK? Parce qu'on dit que plus près de ça, bien, ça peut causer une propagation là, de la COVID plus facile, ou etc. Donc, si l'employeur veut respecter son obligation de fournir un milieu de travail sécuritaire à son employé, il va devoir s'assurer que l'employé puisse livrer sa prestation de travail à au moins 2 mètres de distance, pas seulement que d'un autre employé, mais que de tout le monde, des clients, des personnes, etc., sauf peut-être pour une période de temps très restreinte. C'est sûr que la personne qui vient vous porter un document, pourquoi il dit, tirez ça de l'autre bord de la rue, on va aller chercher, là, mais on comprend que pour une période de temps
raisonnable, passer une période de temps raisonnable, ben, on va devoir s'assurer que l'employé est au moins à 2 mètres de distance des autres personnes avec qui il a intervenu. S'il ne peut pas le faire, si l'employé ne peut pas le faire, à ce moment-là, ben, je suis d'avis que l'employeur pourra remédier à cela. Je ne suis pas un expert là, en pandémie, là, je ne suis pas la Dr. Quash, là, mais je pense que l'employeur va pouvoir remédier à cela en fournissant, et ça devient une des autres obligations de l'employeur et un droit de l'employé, en fournissant les équipements de protection qui sont nécessaires pour assurer que l'employé ne soit pas contaminé. Est-ce que ça veut dire des masques? Probablement. D'ailleurs, d'après ce que je vois, les choses se dessiner, on va de plus en plus requérir que ce soit le cas en public. Est-ce que ce sera des visières? Ça peut effectivement être le cas, ce qui semble être également une bonne façon de se protéger. Est-ce que ça peut être la pose là, de parements transparents, que ce soit du verre incassable ou du plexiglas ou des choses comme ça, comme on le voit dans les commerces également? Ça devient une autre façon de protéger son employé. Il y a un paquet d'équipements sécuritaires qui devront être fournis par l'employeur si l'employeur ne peut pas faire en sorte que l'employé a une période, c'est-à-dire une distance sécuritaire avec les gens auprès de qui il intervient. Au niveau de cette sécurité-là et des moyens de l'assurer et des équipements pour l'assurer, 2 commentaires. Tout d'abord, okay, même s'il faut fournir les équipements, bien sûr, certains domaines comportent intrinsèquement un risque. Par exemple, je vais vous donner un exemple extrême. L'infirmière qui travaille en pneumologie, bien, évidemment qu'elle est à risque d'être en présence là, du fameux virus. Elle ne peut pas dire que je n'irai pas travailler, que je ne veux pas aller travailler. Elle devra se rendre, bien sûr, à son travail, mais elle devra également, elle pourra également requérir des équipements de protection. Ça, c'est la première atténuation dont il faut parler. Une question qui m'a été posée et qui semblait interroger quelques entrepreneurs est la suivante. C'est, est-ce que l'employé peut exiger de ne pas entrer, c'est-à-dire est-ce qu'il peut exiger de faire du télétravail? Ça, il y a plusieurs éléments à sous-peser là-dedans. Il faut tenir compte tout d'abord que l'employeur a un droit de gérance, OK? S'il n'y a pas de danger pour l'employé, il a le droit de dire à son employé, j'exige que ta prestation de travail s'exécute sur les lieux du travail, sur les lieux de ton emploi. Bon. Maintenant, on voit que le gouvernement, il y a aussi une question d'éthique, là, comme Martin le disait là, dans sa présentation, on voit que le gouvernement dit, bien, si vous êtes en mesure de le faire, le télétravail, c'est bon de le favoriser. Alors, les employeurs, bien, sont habituellement intelligents, là, ils n'iront pas, lorsque c'est possible de le faire, lorsque l'employé maintient une certaine productivité, ils n'iront pas dire à son employé, bien, c'est interdit par simple caprice, je t'interdis de faire du télétravail. Ça peut être une bonne pratique de le faire, de le permettre, mais si l'employeur croit que ça nuit à la productivité, aux opérations de son entreprise et qu'il peut protéger son employé, il pourra exiger que l'employé se présente sur place et qu'il exécute sa prestation de travail. Maintenant, outre le fait d'avoir un environnement sécuritaire, d'être en mesure de bénéficier des équipements de protection lorsque l'environnement est un peu moins sécuritaire, l'employé a droit de recevoir l'information, la formation et la supervision adéquate afin d'assurer sa sécurité. Ce qui veut dire ceci, c'est que l'employeur peut être informé de certains risques que l'employé, lui, ne soupçonne pas. Quand je préparais un peu ma préparation, j'essayais de voir quel pourrait être un exemple de ça. Bien, je me dis, par exemple, l'employé qui est sur un quart de soir, qui rentre dans son bureau ou dans son espace de travail et que ça a l'air désert, il se dit, bon, il n'y a pas vraiment de danger relié à mon espace de travail, mais son employeur devrait lui dire, sois informé que le jour
ton espace de travail, on s'en sert comme salle d'attente ou que plusieurs gens y ont accès, alors il y a un risque potentiel, mais l'employeur, d'un autre côté, devra prendre des mesures pour assurer la sécurité du milieu de travail, c'est-à-dire la désinfection. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure lors du volet concernant la sécurité du lieu de travail, mais la désinfection en fait partie. À mon avis, c'est même une des procédures de base pour assurer la sécurité de l'employé lorsque d'autres personnes ont accès à ça. Donc, il a le droit de recevoir l'information et la formation requise, de même que la supervision adéquate. Par exemple, comme je vous disais, je ne suis pas un expert en virologie ou quoi que ce soit, mais semblerait-il que le port du masque a certaines contraintes. Par exemple, si on ne sait pas comment l'enfiler ou l'enlever, même chose pour ce qui est des gants, il peut y avoir une problématique là, bien, l'employeur devrait former son employé à le faire. On entend parler maintenant dans le domaine de la construction qu'on demande aux employeurs là, de faire en sorte que les outils qui sont échangés entre les employés soient désinfectés à chaque passage de l'outil d'une main à l'autre ou d'une personne à l'autre. Non pas de la main gauche et la main droite, bien sûr. Alors, à ce moment-là, l'employeur va devoir informer son employé de quelle façon ça peut être fait, avec quoi et qu'est-ce qui pourrait être, par exemple, le désinfectant suffisant pour faire en sorte que l'outil ne soit plus contaminé. Le travailleur a un droit ultime dans sa besace là, dont il peut se prévaloir, c'est refuser d'exécuter une tâche si celle-ci constitue un danger. C'est grave, mais le danger peut être grand aussi. Alors, l'employé pourrait dire à son employeur, je refuse de faire cette tâche-là. Comme il s'agit d'une obligation lourde, vous le comprenez, à subir par l'employé, est un droit qui pourrait être quelquefois invoqué d'une façon un peu légère. Il y a une certaine mécanique qui s'impose dans ces circonstances-là lorsque l'employé ne veut pas exécuter sa tâche. Tout d'abord, ce n'est peut-être pas codifié comme tel, mais l'employé devrait débuter le processus par une rencontre et une discussion avec son employeur et lui dire, voici, employeur, je considère que ma tâche est dangereuse pour telle et telle raison. Et pour cette raison-là, je ne veux pas l'exécuter dans les conditions actuelles. L'employeur, lui, devrait faire preuve de compréhension, analyser la situation et s'il considère qu'effectivement, il n'y a pas là caprice de la part de l'employé, qu'il y a effectivement un danger dans l'exécution de la tâche, l'employeur devrait tout d'abord envisager, peut-on éradiquer ce danger-là? Je prends par exemple si l'employé dit bien, tout le monde a accès à mon poste de travail, les gens arrivent là, ils ne sont pas protégés, moi je passe la journée là-dedans, je voudrais me protéger, bien, l'employeur va probablement lui proposer de mettre une séparation protectrice, un genre de méthode de désinfection du plan de travail ou des choses comme ça. Alors, l'employeur va débuter et l'employé lui aussi devra faire preuve là, de compréhension et de raison là-dessus, va débuter par voir s'il y a possibilité de faire en sorte d'éradiquer le problème. Et ce n'est que si nous ne pouvons pas éradiquer le problème que là, l'employé pourra dire, bien là, je maintiens ma demande de ne pas exécuter ma tâche. S'il le fait, possiblement que l'employeur ne sera pas d'accord avec son employé s'il lui a demandé de faire la tâche parce que lui-même considérait que ce n'était pas si dangereux que cela pouvait apparaître à l'employé. Alors, si c'est le cas, si les parties ne s'entendent pas, le tout est référé à un inspecteur de la CNESST qui va se rendre sur place ou étudier la situation. Là, je ne connais pas exactement leur façon d'enquête, dépendant de la situation, mais ce sera à l'enquêteur de la CNESST de voir si l'employé a droit d'exiger de ne pas exécuter sa tâche, s'il n'y a pas de moyen de faire en sorte que cette tâche-là puisse être exécutée. Et si c'est le cas, bien, à ce moment-là, effectivement, l'employé pourrait être justifié de ne pas le faire. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'avoir certains retraits préventifs pour les employés, qui sont enceintes. Et à ce moment-là, bien, ça, c'est un peu plus technique, là, mais je veux dire, on comprend tous que la personne qui est enceinte là, peut être plus sensible, plus à risque
d'être contaminé. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir des retraits préventifs, je vous dirais, plus souples dans ces circonstances-là. Chose surprenante, parce qu'on est souvent axé sur le droit de l'employé, du salarié ou du travailleur, tout dépendant comment on le qualifie, mais il a aussi des obligations, cet employé-là. Comme obligation première, il doit lui-même, ce n'est pas jeté sur les épaules de l'employeur là, et on devient irresponsable, il a lui-même l'obligation d'assurer sa propre protection. Par exemple, l'employé, quand on lui fournit tout ce qu'il a à le faire et qu'il peut le faire, il devra lui-même assurer la désinfection de son plan de travail. Si on lui dit de porter des équipements de sécurité, il va devoir le faire. Ce n'est pas parce qu'il trouve le masque inconfortable ou la visière trop chaude qu'il va pouvoir dire je ne le fais pas. Non, il a l'obligation d'assurer sa propre protection, et non seulement la sienne, mais également celle de ses collègues de travail et de son entourage entier. Donc, cet employé-là devra faire preuve de sérieux et devra assurer cette sécurité. Il a l'obligation, également, notre employé, de participer à l'identification et l'élimination des risques. Vous savez, dans un milieu de travail plus petit, l'employeur est pas mal au fait de tout ce qui se passe, de tous les dangers qui peuvent avoir cours dans l'entreprise, mais dans un milieu plus grand, il se peut que l'employé, lui, perçoive un risque qui n'a pas été vu par son employeur. Alors, il a l'obligation de l'identifier, d'en parler à l'employeur, de discuter avec lui des méthodes pour retirer, pour éradiquer ce risque-là. Alors, il doit le soumettre à l'employeur. Je veux dire, c'est un travail d'équipe d'assurer la sécurité des employés. Il a l'obligation de prendre connaissance des programmes de prévention. Si l'employeur dit, je crois que, par exemple, on fait un petit guide ou un petit document qui dit, en entrant, on lave nos mains, on met notre masque, on fait les choses, on ne rencontre pas, l'employé ne peut pas dire, moi, la lecture m'intéresse plus ou moins. Là. Donc, il a l'obligation de prendre connaissance du programme de prévention. Et il va devoir se soumettre à certains examens médicaux dans des cas particuliers, là, mais c'est particulier, et puis l'employeur ne doit pas non plus faire en sorte d'abuser de son pouvoir concernant les examens médicaux. Pour ce qui est des droits de l'employeur, c'est un peu plus restreint. L'employeur a le droit d'obtenir les informations et les conseils s'il en a besoin. L'information de l'employé, les conseils, je vous dirais que ce serait peut-être plus de la part de la CNESST pour que tout soit bien fait pour que la sécurité soit employée. Et je vous dirais que tout ce qui était un droit de l'employé, comme je vous disais, l'employeur, ça devient son obligation. Il a peut-être au surplus, l'employeur a l'obligation de respecter les mêmes règles de sécurité que son employé. On l'a vu, là, certains employeurs ont un peu abusé. Là. On a entendu des histoires d'horreur que le propriétaire, pas ici, inquiétez-vous pas, les propriétaires d'une épicerie arrivaient du Sud, présentaient sur les lieux, pas de masque, pas rien, pas de quarantaine, et hop, la vie. On s'en va, il aurait pu contaminer ses employés, mais l'employeur, lui, va devoir également respecter les règles qui sont établies. Qu'arrive-t-il si l'employeur ne respecte pas ses obligations? Tout d'abord, premier stade, l'inspecteur de la CNESST. Tout d'abord, l'inspecteur peut se rendre sur place et émettre un avis de correction. Il peut dire, employeur, je considère qu'il y a un danger dans l'exécution du travail de tes employés et j'exige que tu poses tel ou tel geste, que tu prennes telle mesure afin d'assurer la sécurité. La pose, par exemple, d'un paravent transparent pour éviter une contamination par les rejets corporels, la désinfection, le port du masque, des choses comme ça. Il pourra exiger une certaine correction. La distanciation des employés, s'il trouve que ça peut être fait, mais que l'employeur ne le fait pas, il pourra l'exiger. Donc, à ce moment-là, il peut émettre un avis de correction et si l'avis n'est pas respecté, là, il y aura des conséquences, soit l'arrêt des travaux ou il peut y avoir des pénalités. L'inspecteur, comme je vous le dis, si l'avis de correction n'est pas respecté, pourra exiger l'arrêt des travaux. Il pourra dire non, employeur, tu ne respectes pas ce qui est requis pour assurer
la sécurité de ton employé, j'arrête ton entreprise. Il a le droit de le faire. Il peut dire, on stoppe les opérations ou une partie des opérations, ça se termine là et l'entrepreneur n'a plus son mot à dire. Tant que l'avis d'arrêt de travaux est valide, il doit suspendre ses activités. Dans des cas plus graves, il pourrait même y avoir un arrêt des travaux sans avis de correction lorsque l'inspecteur va bien sûr considérer qu'il n'y a pas de correction possible. Deuxième niveau, il peut y avoir émission d'un constat d'infraction, c'est-à-dire que l'employeur peut se voir s'il ne rencontre pas les critères, s'il ne rencontre pas les obligations qui lui sont données par la loi, il peut se faire émettre un billet d'infraction, tout comme un billet de la sécurité routière. Là, ça n'emporte pas un dossier criminel, mais ça fait en sorte qu'on a une amende à payer en bout de ligne. Alors, ça pourrait être ce que j'appellerais le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est vraiment extrême, ça existe, je vous le mentionne, c'est que maintenant, depuis quelques années, on a modifié le code criminel qui s'applique maintenant aux entreprises. De mémoire, ça percole même la responsabilité jusqu'aux administrateurs de l'entreprise. S'il y a, par exemple, une grossière négligence et qu'il arrive des blessures graves ou un décès, il pourrait y avoir une négligence criminelle qui, là, entraîne des dossiers criminels, des peines qui peuvent être assez importantes. D'ailleurs, les billets d'infraction qui sont émis en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail prévoient des amendes assez importantes qui vont, dépendant des situations, c'est plus souvent le cas aux alentours de 600 $, mais ça peut aller jusqu'à 6 000 $. Alors, on fait jusqu'à 60 000 $, pardon. Alors, on fait attention à ce qui peut arriver, à respecter la loi sur les normes du travail. Alors, je vais aborder rapidement là, la suspension ou le bris du lien d'emploi, ce qui peut être une façon de rétablir un peu ses finances ou ces choses comme ça. Faisons attention ici, il y a l'aspect des employeurs régis par les conventions collectives. Là, à ce moment-là, ces aspects-là sont prévus dans la convention collective. Il faut lire sa convention collective et c'est à partir des termes de celle-ci qu'on peut régler la situation. Maintenant, pour ceux qui ne le sont pas, 3 façons de suspendre ou de mettre fin à notre lien d'emploi. Tout d'abord, je vais vous le dire, question de sémantique, il faut bien comprendre les choses parce que des fois, les gens utilisent ces termes-là là, un peu n'importe comment. Alors, il y a le congédiement. Le congédiement, c'est définitif. C'est lorsque c'est l'employé qui est responsable du fait qu'il ne peut plus travailler dans l'entreprise. Alors, si l'employé a volé ou des choses comme ça et que c'est grave, on le congédie, c'est de sa faute. Le lien d'emploi est terminé, on n'en parle plus lorsque c'est justifié, mais ça ne s'applique plus ou moins à une situation de pandémie. On a le licenciement. Le licenciement, ça a le même effet que le congédiement, c'est la rupture complète et définitive du lien d'emploi, mais c'est lorsque la cause faisant en sorte qu'on veut mettre fin à l'emploi de l'employé a trait à l'employeur. Une diminution de ses revenus, une diminution de la clientèle, un manque de tâches à effectuer, l'employeur peut, à ce moment-là, mettre fin à l'emploi de son employé lorsque l'employé a un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui est la plupart du temps le cas, dans la grande majorité des situations. Alors, l'employeur pourra mettre fin à l'emploi de son employé, moyennant un certain préavis. Entre 3 mois et 1 an de salaire, et 1 an d'emploi, on parle d'une semaine. Par la suite, ça monte à 2 semaines, 5 semaines, 8 semaines, etc. Alors, il y a une grille là, qui est applicable là, dans la loi sur les normes du travail, mais on peut licencier un employé. C'est notre droit. Là. Si on a vraiment une raison sérieuse faisant en sorte, on peut dire à l'employé, malheureusement, tes services ne sont plus requis. Même si tu faisais le travail, on considère qu'on n'a plus la capacité d'employer ou qu'on doit réduire sa masse salariale. Et il y a également la mise à pied. Contrairement aux 2 autres méthodes là, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, la mise à pied, c'est temporaire. C'est ce qu'on voit plus fréquemment aujourd'hui. On a un peu moins de travail ou on n'a pas de travail du tout, on n'a pas d'opération du tout. Alors, on dit à notre employé, je te mets à pied de façon temporaire et tu reviens lorsque la situation le permettra. Qu'est-ce qui différencie la mise à pied, c'est-à-dire le caractère de temporaire d'avec le licenciement? C'est un délai de 6 mois. Lorsque l'on fait une mise à pied qui n'atteint pas le 6 mois, on n'a pas à donner d'avis à notre employé.
On lui dit, ben maintenant, je te mets à pied, je te réengage. Il n'y a pas d'avis à lui donner. On le met à pied, on le rappelle lorsque la situation le justifie. Alors, c'est beaucoup plus simple. C'est un droit de l'employeur. Il peut s'en prévaloir, il peut le faire et l'employé n'a pas beaucoup de prix, je vous dirais, pour contester ça, outre le fait de dire que c'est un congédiement déguisé. Et maintenant, si la mise à pied perdure plus que 6 mois, là, on va se retrouver dans une situation de licenciement et il y aura probablement un préavis à donner à l'employé. Le préavis va devoir être donné ou une indemnité là, en conséquence, dépendant de la période. Je vais terminer là-dessus. J'ai déjà atteint. Je vais seulement que vous aborder une petite question. Non, ben, je vais vous laisser vous poser mes questions et puis si ce n'est pas abordé, ben, je vous en parle. Merci, François. On a 2 questions importantes qui sont arrivées en tout début de présentation. Une première question disait, si un employé attrape la COVID, est-ce qu'il y a un risque, est-ce que cette personne-là va avoir le droit, elle attrape la COVID sur ses lieux de travail, est-ce que cette personne-là va avoir le droit à des primes de CSST et est-ce qu'on risque d'avoir une pénalité sur nos taux, d'être influencé en la hausse sur nos taux de CSST? Peut-être. Si il a attrapé la COVID, c'est tout nouveau, c'est tout récent, il y aura peut-être des interprétations différentes, mais s'il a attrapé la COVID de par l'exécution de son emploi, que c'est relié à son lien de travail, ça devient, à mon avis, à ce moment-là, un accident ou une maladie de travail, si vous voulez. Il aurait droit à des prestations de la CSST, okay, et de 1. Et est-ce que ça peut jouer sur le taux de l'employeur? Probablement, mais vous savez, les taux de l'employeur, on est habituellement, les plus petites entreprises sont dans un, je ne suis pas un expert en taux là, de CSST, là, mais les entreprises sont habituellement dans un grand bassin général là, pour les petites entreprises. Là. Alors, à ce moment-là, leur taux ne varie pas énormément. Il va varier lorsqu'ils ont un taux dédié à un employeur. Par exemple, une usine, là, il peut y avoir un taux particulier. Et là, oui, pour les employeurs de plus grande ampleur, il pourrait y avoir une augmentation de ces taux, là, mais il faut voir là, dans quelle catégorie d'employeurs on se qualifie. Et c'est là qu'il pourrait y avoir, effectivement, une modification des taux, là, mais il faut malgré tout être un employeur d'assez grande envergure. Est-ce que ça répond à la question? Je ne vous entends pas, Mme Serrois. Excusez-moi, j'ai oublié de réactiver mon micro. Ça va bien. Les micros seront ouverts en 3e période. Si on a besoin de précision, la personne qui a posé la question pourra revenir. Il y avait une autre question que je trouvais très intéressante. Il y en a plusieurs très intéressantes, mais très pertinentes précisément dans cette partie-là. Quelles options ont l'employeur si un employé refuse de se représenter au travail, même si l'entreprise a tout mis en œuvre pour protéger l'employé, tout mis les éléments de sécurité en place. Quels sont le congédiement. Simplement. Le congédiement, parce qu'à ce moment-là, bien écoutez, c'est toujours les obligations d'un sont les droits de l'autre. Si l'employé ne peut pas faire sa prestation de travail, bien, c'est fini. On met fin à ton lien d'emploi. Il y a un congédiement. L'employé doit se présenter à son travail. Merveilleux. Merci beaucoup, Maître Roy. On revient en 3e partie avec les questions ouvertes. Ce fut fort intéressant. Est-ce que vous vouliez aborder, avant de terminer, votre petit... Je l'ai perdu en chemin, ma dernière question. En tout cas, si ça me revient à la fin, je vous la... Alors, je m'excuse d'avoir débordé un peu mon temps. Il n'y a pas de faute, ce fut fort intéressant. Et on arrive en 3e partie avec notre spécialiste marketing. J'invite Sylvain Tessier à vous entretenir sur son sujet. Attendez un instant, je vais trouver Sylvain dans mes... Je l'ai perdu. Je l'ai ici. J'active son micro. Bon, Sylvain, est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Je vais partager mon écran. J'ai une petite présentation rapide. Peut-être tantôt, Maître Roy, à la fin, là, c'est des petites questions. Je voudrais savoir la source, comment on fait pour savoir la source où est-ce qu'ils l'ont contracté, la COVID? Si, admettons, c'est
Il n'y a rien qui va prouver que c'est dans le lieu de l'emploi. En tout cas, j'avais une question par rapport à ça. Ça peut être une grosse problématique et j'ai probablement pas la réponse, malheureusement. Mais c'est sûr que si on travaille dans une résidence pour personnes âgées, qu'il n'y a personne dans notre entourage qui va, on risque d'avoir un genre de grand soupçon que ça puisse avoir été contracté là. Mais effectivement, là, ça ne veut pas dire, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de contestations là-dessus. L'employeur va dire, ben, tu l'as attrapé à l'épicerie, OK? Puis, alors que l'employeur va dire, non, non, moi, je l'ai attrapé chez vous. Alors, ça risque de faire des débats pour les prochaines semaines, sinon les prochains mois. OK, merci beaucoup. Tout le monde voit la présentation. Vous voyez la présentation, oui? Tu pourrais la placer, Sylvain, en mode présentateur. Dans le bas de ton écran, troisième, des petits onglets. Oui, celui-ci. Là? L'autre à côté. Normal? Non, à ta droite. Ah, peu importe. Oui, celui-ci. Merveilleux. C'est correct? Oui, parfait. OK. Alors, merci de votre présence. Évidemment, ce que je vais vous présenter, c'est surtout à des fins de réflexion, en tout cas par rapport à vos entreprises, c'est certains points clés en stratégie. Mais évidemment, là, on ne peut pas personnaliser cette présentation-là en fonction du type d'entreprise, mais il y a des fondements qui s'appliquent à tout le monde. Évidemment, chacun a ses enjeux, ses préoccupations, son cheminement en termes d'entreprise, où il était rendu dans son développement, que ce soit un travailleur autonome, un commerce de détail ou autre. Alors, c'est des réflexions que je voudrais vous amener. Évidemment, il y a des réactions, des émotions qu'on a en ce moment. Je peux vous dire que depuis quelques semaines, beaucoup de mes clients ou des clients qui contactent pour qu'est-ce que je fais par rapport à telle chose et tout ça, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes aussi sur la pérennité ou sur la clientèle. Alors, il y en a les réactions, c'est je ne sais pas quoi faire pour le moment ou c'est pas clair sur quoi je dois mettre le focus. Moi qui commençais à prendre ma place dans le marché ou à avoir un élan, il y en a qui étaient rendus là, puis la COVID est arrivée, puis c'est venu impacter beaucoup cet élan-là. Qu'est-ce que va devenir mon entreprise? Évidemment, c'est une question. Qu'est-ce que va devenir mon entreprise, mes employés ou mes partenaires ou mes propres clients aussi? Parce que dans des entreprises, dans les premières années surtout, il y a certains clients qui parfois, quelques clients vont représenter 80 75 des revenus. Alors, c'est sûr que non seulement c'est votre santé en termes d'entreprise, en termes d'entrepreneur, mais la santé de vos clients et des clients majeurs que vous aviez. Qu'est-ce que va devenir aussi mon industrie? Parce que ce n'est pas juste l'entreprise, c'est les secteurs. Il y a des secteurs qui vont être plus affectés que d'autres, c'est une réalité. Il y a des secteurs, c'est sûr, comme l'alimentation, ça demeure l'agriculture, l'alimentation, la santé, ce sont des secteurs évidemment qui sont assez solides en général. Mais il y a des secteurs périphériques ou des secteurs tertiaires, on appelle, ça va être plus difficile ou que ça va prendre plus de temps. Alors, on va avoir une réflexion à faire par rapport à ça. Puis, est-ce que mes clients vont revenir ou ils vont aller ailleurs aussi? Alors, c'est des questions qu'on peut avoir. Mais une question importante, c'est, je vous dirais, qu'est-ce que je dois changer ou améliorer dans ce que je faisais? Tu sais, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est ce que je faisais de bien, il faut le conserver. Ce que j'hésitais à mettre en place puis que je sais aujourd'hui que c'est important, bien, il faut le faire. Puis les choses où je perdais mon temps, où c'était pas efficient, où c'était pas efficace, bien, il va falloir vous identifier ça puis dire, ça, c'est le temps de prendre un certain courage managérial et d'arrêter de faire des choses qui n'étaient pas à valeur ajoutée. Ou que ce soit une perte de temps, une perte de matière, une perte de... Vous desservez certains types de clients qui coûtaient cher ou vous n'aviez jamais mesuré, tout ça. Alors, il faudra regarder ça. Autre point, juste un instant. OK. Excusez-moi. J'ai des évidences aussi ou des convictions que j'ai par rapport à certaines choses que je veux vous apporter, c'est que les clients qui ont eu une expérience très positive ou exceptionnelle avec vous, que ce soit un commerce, un fournisseur, un professionnel, quel que soit le secteur, ces clients-là ont une bonne mémoire.
c'est-à-dire la satisfaction est une des conditions de base à la fidélisation. Si vous les avez bien traités, ils vont continuer de faire affaire avec vous. Si votre expérience client n'était pas définie, ou on banalisait, ou on prenait les clients pour acquis, ça peut être plus difficile parce que c'est un marché qui va être plus contracté, plus difficile. Puis ceux qui vont se positionner comme les meilleurs au niveau de l'expérience client, la manière de les servir, de les écouter, de les approcher, évidemment, ils sont en meilleure posture que des entreprises qui servaient mal. Ça peut être autant un restaurant ou n'importe quoi, ou une entreprise manufacturière. Ben, si la demande est plus faible, ce sont les meilleurs et ceux qui servent mieux qui ont plus de chances de s'en sortir. Autre chose, c'est qu'on le voyait même avant cette crise-là, c'est que les circuits courts qu'on appelle, c'est-à-dire le développement d'économies régionales, communautaires, l'effet de synergie ensemble, cette espèce de volonté de travailler ensemble puis de supporter notre économie régionale ou même provinciale, parce qu'on a vu notre dépendance aussi par rapport à la Chine sur certains volets ou autres. Ça va faire partie d'une synergie économique aussi qui va être de plus en plus importante dans les prochains mois et prochaines années. Oups. Autre chose aussi qu'il faut évidemment accepter, c'est que les volumes de dépenses vont être moindres. C'est certain que les volumes de dépenses, c'est sûr que là, il y a des supports, il y a des programmes et tout ça. Il y en a qui c'est des bonbonnes d'oxygène, d'autres, ça leur permet de traverser une certaine période pour redéfinir ou raffermir leur modèle d'affaires. Mais il y a des dépenses qui vont être moindres. Le nombre de voyages, les catégories de dépenses. Il y a des dépenses parce que les gens aussi, dans cette période-ci, ceux qui étaient hyper endettés s'aperçoivent que la pression financière qu'ils se sont mis dans leur manière de gérer leur propre argent, bien, des fois, peut-être les dépenses, là, ils vont y aller un petit peu plus mollo. Alors ça veut dire qu'il y a des catégories aussi qui vont être plus difficiles dans certains secteurs de consommation. Mais si la tarte est plus petite, bien là, tes manières de faire, ce qui va faire ta distinction dans le marché, tes stratégies pour atteindre et conserver ta clientèle vont devenir des moyens qui vont te permettre quand même d'aller chercher une bonne part ou une part intéressante de cette tarte-là, si je peux dire. Évidemment, gérer de manière optimale va permettre de mieux t'en sortir. Si tes modes de gestion faisaient défaut à certains niveaux, il est toujours temps de prendre le taureau par les cornes et s'attaquer aux pertes de temps, aux activités non rentables, etc. Et si tu as un plan d'affaires solide et bien argumenté, il est toujours plus facile d'aller chercher aussi des partenaires, du financement, etc. Là, je vais vous mettre deux petites figures. C'est juste pour revenir, c'est quoi un modèle d'affaires sans aller trop dans le concept, mais fondamentalement, c'est ça. Il y a 3 piliers du succès que vous devriez réfléchir chacun là-dedans par rapport à votre modèle d'affaires actuel. Ici, c'est les types de clients ou les types de mandats si c'est un professionnel, mais les types de clients que tu as ou que tu vises, est-ce que c'est clair? Les genres de clients, les profils de clients qui devraient faire affaire avec toi, qui devraient venir dans ton commerce ou que tu devrais viser si tu fais du outbound qu'on appelle, c'est-à-dire toi qui dois les cibler, les approcher, tout ça. Fondamentalement, en stratégie marketing, c'est le premier élément qu'il faut travailler, c'est à qui je vends, à qui je devrais vendre. L'élément 2, c'est beau de savoir tout ça parce qu'il y en a qui sont dans une grande réflexion à 10 000 pieds, là. Mais la capacité de les rejoindre ou de les attirer, est-ce que c'est là? Est-ce que tu as une stratégie claire? Est-ce que tu vas te faire un plan tactique, genre dans les 12 prochaines semaines? Ah ouais, chaque semaine, je m'approche, j'appelle, je valide des choses, je propose mes services, je propose des alliances, etc. Fait que, il y a la capacité de les rejoindre et de les attirer. Attirer, c'est, par exemple, j'ai une entreprise dans le transport de colis, la livraison, puis à un moment donné, tu faisais des mots-clés, transport de colis plus, mettons, telle région, sur Google, il n'apparaissait pas. Alors, c'est sûr que ta stratégie de communication est importante comme ta stratégie de démarchage. C'est-à-dire, si toi-même, tu vas chercher des clients ou tu as un représentant ou quelqu'un qui fait de la vente interne, ça va être très important que vous ayez une stratégie pour atteindre les types de clients que tu vises et tout ça. Maintenant, c'est beau de les atteindre. As-tu la capacité de les convaincre? La capacité de les convaincre, c'est la capacité de mettre en valeur ce que tu es. Puis la question fondamentale ici, jusqu'à quel point vous avez développé pour votre entreprise un argumentaire ou des outils pour répondre à la question fondamentale en développement d'affaires qui s'appelle « Pourquoi vous plutôt qu'un autre? »
Pourquoi les clients potentiels ou les clients actuels devraient continuer à faire affaire avec vous? Mais pourquoi les clients potentiels devraient faire affaire avec vous? Et ça, en stratégie d'affaires, souvent, on banalise ça. On se pense, on croit qu'on est bon, puis des fois, on est bon. Mais quand on approche un client potentiel qui fait affaire avec d'autres, il faut être convaincant. Alors ça, c'est un équilibre. À qui tu vends, comment tu rejoins ou tu les attires, puis comment tu les convaincs. Alors, finalement, un modèle d'affaires, quand on l'implante ou on analyse, puis après ça, on implante un modèle d'affaires, ça, c'est un modèle équilibré. C'est-à-dire, à qui tu vends, comment tu les approches et tu les attires, comment tu les convaincs, est-ce que ta proposition, ton prix ou ton offre de service, c'est un professionnel ou une soumission si c'est un manufacturier ou qui fait des produits, est-ce que c'est convaincant? Tu fais une bonne offre de service? Ici, ça ressemble souvent à des factures. Là. Tu ne te mets pas en valeur. Les gens développent très peu des stratégies pour avoir des offres de services ou des solutions qui sont professionnelles. Comment tu fais la job? Puis après ça, le suivi après-vente ou le suivi après prestation. Puis évidemment, ça ici, c'est la gestion stratégique. Je n'ai pas beaucoup de temps pour passer là-dessus, mais je vous dirais qu'un bon plan d'affaires, ce n'est pas un plan annuel puis des grandes réflexions. C'est 26 plans de 2 semaines. C'est 12 plans d'1 mois. C'est focus sur qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Puis c'est ça qui fait en sorte que ceux qui implantent des bons modèles d'affaires réussissent. Évidemment, la stratégie, c'est qu'il faut que tu te fasses connaître. Il faut que le monde s'intéresse à toi, c'est-à-dire te considère. Ce n'est pas juste se faire connaître, c'est aussi « Wow, c'est intéressant. Hey, c'est intéressant, tu as une belle offre, tu as une belle auberge, tu as un beau commerce, tu as des bons produits. » Il faut que le monde ait une émotion par rapport au genre de service que vous offrez ou des produits. Il faut qu'ils finissent par vous préférer, puis après ça, qu'ils continuent de faire affaire avec vous. Et si vous voulez qu'ils continuent de faire affaire avec vous, il faut que vous ayez une expérience client qui est solide, mais aussi, il faut que vous fassiez ici un suivi après-vente. Trop souvent, on prend des clients pour acquis, on finit un contrat et on ne garde pas un contact avec la clientèle. Alors, des actions possibles, comme je le répète, évidemment, je fais ça de manière très rapide, là, mais des actions rapides, contacter les clients pour valider les intentions. Vous avez une base de clientèle, appelez-le. C'est quoi les intentions? Comment ils vont? Ils ont-ils un intérêt? Comment ils voient la perspective des prochaines semaines? Et bien, ils sont-ils optimistes, pessimistes? Vos clients les plus importants, si c'est votre 20-80 qu'on appelle, qui vous amène votre pain, votre beurre, validez rapidement c'est quoi leur intention et comment ils vont. Si vous aviez des contrats en cours ou des offres de services ou des soumissions, si vous êtes là-dedans et que ça avait été accepté, est-ce que c'est reporté? Est-ce que ça a été annulé? Puis si vous aviez des contrats en cours, est-ce que ça va prendre 1 mois de plus pour terminer le contrat? Parce que tantôt, ça va être la facture, ça va être vos liquidités, etc., qui vont être reportées. Pensez-y aussi pour réaffirmer et reformuler votre promesse comme entreprise. C'est quoi votre promesse auprès de vos clients? C'est quoi vos valeurs, votre vision? En quoi vous vous engagez auprès de ces clients-là? Est-ce que vous avez aussi des processus et des manières de faire pour respecter cette promesse-là? Évidemment, identifier aussi, dans la mesure du possible, les produits et services les plus payants ou les moins payants. Puis des fois, c'est des produits et services pas payants, puis des fois, c'est des clients pas payants. Puis beaucoup d'entreprises, pas juste des petites, même des entreprises de moyenne et grande envergure, des fois avec lesquelles je travaille, ne savent pas le prix de revient de ce qu'ils vendent. C'est le temps de regarder ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, pour après ça, focusser sur ce qui est le plus important. Listez vos cibles, informez-les, discutez, faites-vous un plan de match. Une liste, là, c'est un plan d'attaque. J'ai des clients, je les approche, je valide des choses, je mesure s'ils sont intéressés, etc., etc. Regardez dans votre entreprise ce qui doit être conservé, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être implanté, puis ce qui doit être éliminé dans vos manières de faire, à chaque étape du cycle de développement des affaires. Puis je vous dirais aussi, une des choses qui va être très importante, c'est la détermination que vous allez avoir dans les prochaines semaines. Parce que des fois, on a de quoi à offrir, mais on est un trésor caché, ou on est timide, ou on n'a pas de plan d'attaque. Là, il faut mettre une énergie dans la situation exceptionnelle dans laquelle on est.